Deux hommes se font face, leurs épées dégainées et prêts à se battre. Charles dit à son adversaire qu'il fait preuve d'imprudence. Ethel ricane, disant qu'il va le vaincre et suivre le chemin du Seigneur. L'homme blond nommé Charles est le plus grand guerrier que leur monde ait jamais connu, tandis que l'autre homme est l'auteur original réincarné en personnage lambda. Les deux se battent de front, leurs épées s'entrechoquant pour montrer qui est le plus fort. Ethel produit une puissante attaque magique, détruisant tout sur son passage, surprenant complètement Charles. Le guerrier a déjà mémorisé le mouvement et lance efficacement une contre-attaque, libérant une quantité folle de magie et d'énergie. Adèle est projetée par l'attaque dévastatrice, mais il se rattrape facilement et essaie de riposter. Cependant, Charles est plus agile que lui, sautant sur le côté et le tailladant. Avec détermination, le guerrier a l'intention de terminer le combat et charge de nouveau vers Adol. L'homme est projeté à l'autre bout du champ, le corps couvert de blessures. Puis il ouvre soudainement les yeux comme si rien ne s'était passé. Un romancier nommé Sato signe son contrat après avoir miraculeusement connu un succès retentissant avec sa sérialisation gratuite de 400 chapitres en tant qu'auteur de la saga héroïque des Seigneurs. Il est ravi de signer le contrat car cela signifie que son livre sera adapté en jeu. Enfin, après avoir été un auteur inconnu, tout son travail acharné et ses efforts seront récompensés. Reconnaissant, il signe le contrat et y appose sa signature, espérant qu'un avenir brillant l'attend désormais. Cependant, dans un revirement de situation incroyable, il se retrouve suspendu au bord du toit d'un immeuble après que quelqu'un l'ait poussé. Il s'y accroche désespérément, ne voulant pas mourir et appelant à l'aide. En levant les yeux, il aperçoit l'agent qui lui a fait signer le contrat plus tôt. Il supplie l'homme de le sauver et, fait étonnant, la personne peut lire ses pensées. Sato est choqué que l'homme puisse communiquer avec lui dans sa tête, d'autant plus lorsqu'il voit l'homme se transformer en un être non humain avec de nombreux yeux autour de la tête. L'agent lève alors le pied et marche sur la main de Sato, ce qui l'empêche de s'accrocher davantage. Alors qu'il est sur le point de tomber, il se remémore la vie qu'il a eue, se lamentant de ne faire que commencer à avoir une vie meilleure et que ses efforts commencent à peine à porter leurs fruits. Il vient de commencer à travailler et n'a pas pu faire preuve de piété filiale envers sa mère. De plus, son roman est toujours inachevé. Plein de détermination, il se force à s'accrocher et à vivre plus longtemps. Soudain, son corps est chargé d'une puissance et d'une énergie extraordinaires. Cela l'aide à se relever du bord du toit et à attaquer la créature qui l'a agressé. En raison de sa puissance indéniable, tout le bâtiment est englouti par les flammes et s'effondre en quelques secondes. Sato est surpris par ce qu'il a fait. L'évitant, l'ennemi est impressionné qu'il possède le berserker et l'autorité de la sauvagerie. La créature l'attrape par le cou et lui dit qu'il possède une puissance si merveilleuse qu'elle lui fera vivre une nouvelle vie dans le monde qu'il a créé lui-même, lui promettant qu'ils se reverront. L'homme le lâche alors, le faisant tomber dans le vide. La scène se déplace ensuite vers un homme volumineux qui est accueilli par un système dans la saga héroïque du Seigneur. Il tombe ensuite sur un ours massif et s'enfuit comme un lâche devant l'animal sauvage. Il n'a pas l'intention de mourir à cause d'un prédateur, alors il court plus loin dans la forêt. À sa grande surprise, il est soudainement équipé d'une arme qu'il utilise contre l'animal massif. À sa grande surprise, il le bête facilement et est choqué de voir qu'il a maintenant un corps différent. Après avoir été poussé par un homme mystérieux du toit de l'immeuble, il se retrouve dans le monde du roman qu'il a écrit, et son corps évolue au niveau d'un guerrier. Il a une paire de biceps parfaitement entraînés, une poitrine épaisse et des abdominaux en béton. Il est indéniable qu'il est maintenant un homme musclé avec une poitrine ciselée. De plus, ses sens sont plus aiguisés et il peut maintenant sentir son environnement plus facilement qu'avant. Il sent alors le même parfum bestial qu'avant et se rend compte qu'il est sur le point d'affronter plus d'un d'entre eux. Il décide de sortir des bois lorsqu'il entend un cri strident provenant du plus profond de la forêt. Une traînée de cadavres victimes des ours bestiaux gît sur le sol. Une fille nommée Erika pleure ses camarades tombés au combat qui ont tous été anéantis par 4 ours au total. Elle tremble de peur alors qu'elle se cache derrière les arbres, priant pour que la bête ne la trouve pas. Cependant, l'un des énormes ours parvient à sentir son parfum humain et l'attaque. Elle essaie d'être courageuse et de se battre, mais elle est sûre qu'elle n'a aucune chance contre la bête, même si elle ne veut pas mourir. Adol frappe l'ours et est surpris par sa propre capacité lorsqu'il parvient à le faire tomber en une seule attaque. Même lui trouve sa force dingue, mais essaie de faire cool devant Erika. Elle le reconnaît comme Atel et est pétrifiée de le voir puisque l'homme devrait déjà être mort. Elle voit alors un groupe de bêtes derrière lui et essaie de l'avertir. Atel fait face aux 3 bêtes et dit à la fille de rester derrière lui alors qu'il combat les prédateurs avec confiance. Surpuissant, il les prend un par un avec une grande agilité et force. Il les abat un par un avec des coups successifs, ne leur laissant aucune chance de se rétablir. La fille le regarde simplement avec admiration devant la facilité avec laquelle il a vaincu les bêtes. Alors qu'il se prélasse dans la victoire, Erika s'approche de lui et l'appelle par le nom d'Atel. Confus, il ne sait pas comment réagir jusqu'à ce qu'elle se jette sur lui et le serre fort dans ses bras. Elle pleure abondamment, sachant très bien qu'il reviendrait un jour vivant et que son souhait s'est enfin réalisé. Atel rougit fortement alors que la belle-fille continue de le serrer dans ses bras. Extatique, elle lui dit qu'ils doivent rentrer immédiatement à la maison afin de pouvoir célébrer son arrivée en toute sécurité avec tout leur village. Pendant ce temps,
il essaie de se souvenir de qui est Ethel. Soudain, un système pop-up affiche les informations d'Ethel, remplissant automatiquement sa tête des souvenirs d'Ethel, des souvenirs de son passé lointain et de l'époque où il n'était qu'un enfant s'entraînant avec son père jusqu'à ce qu'un énorme ours le poursuive dans la forêt, mettant ainsi fin à sa vie. C'était le tout dernier souvenir avant sa mort. Cependant, la scène change à nouveau, et il découvre qu'à cause de la conspiration d'un homme, il a été tué et s'est réincarné en un barbare supplémentaire. Il se dit qu'il aurait été plus facile s'il s'était réincarné en protagoniste de l'histoire. Remarquant qu'il est hébété, Erika prend de ses nouvelles, lui demandant s'il va bien. Il l'assure qu'il va bien, mais remarque qu'elle est pleine de blessures à cause du combat précédent. Inquiet, il lui dit de monter sur son dos pour qu'il puisse l'amener au village en toute sécurité. Il se demande comment il va sortir du jeu. Mais d'abord, il décide de se diriger vers le village dans l'espoir de découvrir des choses qui peuvent l'aider à retourner dans son monde. Ethel amène Erika au village à une vitesse folle, la faisant presque s'évanouir à cause de la façon dont il la manipule. Il ramasse un fruit en cours de route, se moquant de savoir si la fille sur son dos va bien ou non. Il croque dans le fruit et est surpris de découvrir qu'il est délicieux. Ravi, il en offre à la jeune fille, mais elle refuse l'offre, visiblement agacée par lui. Plus tard, ils arrivent enfin à la colonie de la tribu du Loup Noir. En apprenant qu'Ethel est revenu sain et sauf, tout le village accourt pour l'accueillir et le remercier, surpris et reconnaissant qu'il n'ait pas été tué par un ours. Ethel est alors stupéfait en voyant l'ensemble du village et ses habitants. Il se souvient du monde de la tribu du Loup Noir de son roman. Pour lui, le voir en chair et en os est la plus grande récompense qu'il puisse recevoir en tant qu'auteur. À ce moment-là, il entend des pas lourds et autoritaires et voit un homme massif crier son nom. Les villageois s'inclinent devant l'homme, et Adèle réalise que ce doit être son père. Il se souvient que cet homme est le guerrier légendaire qui aurait dispersé une armée de 5000 hommes à lui seul. L'homme appelé Minzu est le chef de la tribu du Loup Noir et dégage une aura terrifiante. Il demande à Adol s'il a quelque chose à dire à tout le monde, et Adol tremble sur place rien qu'en regardant son père. À sa grande surprise, Minzu court vers lui et le serre fort, lui coupant le souffle. Le vieil homme massif pleure de façon incontrôlable, sanglotant entre ses mots, tandis qu'Ethel devient presque bleue à cause de la force de son étreinte. Minzu se réjouit à l'idée que son fils unique soit revenu à la vie comme l'avait dit la voyante. Il essuie ses larmes et annonce qu'il y aura une fête pour tout le village afin de célébrer le retour sain et sauf de son fils. Cette nuit-là, les villageois partagent un grand festin en l'honneur du retour d'Adol. Il se lie d'amitié avec les villageois et observe leur dynamisme. Un groupe de personnes danse sur la légende du grand roi martial. Ils battent les tambours, et chaque coup commémore la façon dont le grand roi martial a été tué par ses ennemis, mais est revenu de la mort. Erika danse gracieusement, chaque pas dégageant élégance et force, dépeignant la légende du roi martial protégeant le village en tant que son sauveur. Tout le monde, y compris Adol, est captivé par le charme et la facilité de sa danse. En regardant la danse, il ne peut s'empêcher de penser à la façon dont il va quitter ce monde et se souvient qu'il n'y a qu'une seule réponse à son problème, le royaume des fées. C'est la nation des utilisateurs de magie les plus puissants et le cadre de War Chronicle of the Supreme Hero parce que c'est là qu'il aurait mis la sortie. Il mâche sa nourriture quand Bleda, le guerrier de la ceinture d'or de la tribu du Loup Noir et le jeune frère de Minzu, apparaît et le félicite pour avoir vaincu 4 ours. L'homme mentionne qu'Ethel a officiellement rejoint les rangs des guerriers de la ceinture d'or. Il remercie l'homme mais reste prudent à son égard. Recevoir un titre de guerrier de la ceinture d'or est le plus grand honneur et une condition préalable pour devenir chef. Pour cette raison, il est conscient qu'il sera entraîné dans une lutte de pouvoir acharnée avec son oncle. Les deux trinquent, mais Ethel ne prend pas une gorgée de sa boisson, distrait par l'odeur de Blade. Il ne fait aucun doute que c'est lui qui a tué l'ancien Ethel. Il jette alors le contenu de sa tasse et dit au vieil homme de se battre contre lui. Bleda le trouve amusant mais dit à son neveu que le festin ne fait que commencer et qu'ils doivent en profiter pleinement. Ethel essaie de l'empêcher de s'éloigner, mais l'homme lui dit simplement au revoir. Il regarde Bleda se retirer dans le village, réalisant que Bleda ne mène que les batailles qu'il sait pouvoir gagner. L'homme a dû échouer à mesurer sa vraie force, et Ethel est certain qu'il sera de nouveau ciblé par lui. Pendant ce temps, de retour dans le village, Minzu interagit joyeusement avec son peuple et félicite un enfant qui a attrapé un lapin, lui disant qu'il sera un grand guerrier quand il grandira. Ethel observe son père et peut voir qu'il est complètement l'opposé de son jeune frère, Bleda. Dans son monde précédent, il n'a jamais eu de père, il ne sait donc pas comment se comporter avec l'homme. S'il avait eu un père, lui aurait-il parlé et l'aurait-il élevé avec amour comme Minzu? À ce moment-là, l'homme lui fait signe avec enthousiasme, disant qu'il a quelque chose à donner à son fils. Il lui montre fièrement la marque du guerrier de la ceinture d'or, qui n'est décernée qu'à ceux qui ont vaincu 3 ours ou plus en une seule chasse. Minzu parie qu'il doit être tellement ému et bouleversé qu'il en reste sans voix. Il dit ensuite à son fils de le mettre, mais Ethel rend la chose maladroite car il n'a jamais porté une ceinture comme ça auparavant. Minzu est confus, alors Ethel explique qu'il s'est blessé à la main et qu'il ne peut pas attacher correctement la ceinture. Minzu propose joyeusement de l'aider. Alors qu'il attache la ceinture, le chef raconte l'époque où il a rencontré Ethel pour la première fois et a attaché sa première ceinture.
Après l'avoir attaché correctement, Minzu admire son travail pendant un moment et commente que son fils a tellement grandi, lui souriant chaleureusement. Il le remercie d'être revenu sain et sauf et lui dit de montrer de la joie puisqu'il a reçu une ceinture d'or à l'âge de 16 ans, ce qui est du jamais vu. Bien qu'il sache que ce moment sera éphémère, Atel veut le savourer et admet qu'il est heureux car la vie là-bas n'est pas si mauvaise. Minzu et les guerriers de la tribu du loup noir applaudissent à nouveau, profitant de la nuit comme leur chef l'aime. Alors qu'ils continuent leur célébration, soudain, Minzu laisse tomber sa boisson et au choc de tous, il se transforme en une bête avec de grands crocs. Atel court vers son père, inquiet qu'il ait pu être empoisonné. Il hurle en tenant son corps immobile dans ses bras. Soudain, Minzu ressemble à une bête enragée alors qu'il rugit comme une bête. Le statut d'Ethel l'informe que Minzu a l'affection spéciale de Berserk. Minzu essaie d'attaquer son fils et Ethel l'arrête à peine avec une prise. Cela fait réaliser à Atel que la cible de Breda et que Minzu tue le village que le vieux chef aime tant. Cela met Atel en rage que Breda fasse tuer à son père les villageois qu'il aime plus que quiconque. Il exhorte son père à se réveiller, mais il finit par être frappé au visage par le vieil homme. Il ressent une douleur inimaginable à cause de cela. Ethel regarde à nouveau son père et sent la présence écrasante d'un loup sauvage en lui. Minzu frappe Ethel et cela renvoie le jeune homme en arrière jusqu'à ce qu'un mur rocheux l'arrête. Ethel réalise qu'il ne peut pas l'arrêter avec la force brute. Pendant ce temps, Minzu devient de plus en plus incontrôlable, alors les villageois s'enfuient. Une mère trébuche en courant, ce qui fait que son enfant s'arrête et l'exhorte à se relever. En une seconde, Minzu est déjà près d'eux. La mère crie à son fils de la quitter, mais le garçon saisit une hache et affronte le vieil homme. Bien qu'il soit mort de peur, le garçon jure qu'il protégera sa mère. Minzu est sur le point de poser ses mains sur lui, mais Atal apparaît et bloque son attaque avant qu'elle n'atteigne le garçon. Atal félicite le garçon pour son courage. Il ordonne aux villageois voisins de s'occuper de la mère et de l'enfant pendant qu'il arrête son père. Les villageois s'enfuient. Minzu essaie de frapper Atal, mais l'homme bloque sa force explosive. Malheureusement, Minzu enchaîne avec son autre poing. Adel esquive, mais la force lui coupe l'oreille droite. Minzu le frappe à nouveau avec encore plus de force, renvoyant Atel en arrière. Atel, cependant, saisit le bras de Minzu, le faisant tenir bon. Il voit maintenant qu'il doit tout donner pour arrêter son père. Il se frappe encore et encore. Ethel essaie plus fort avec un barrage rapide de coups de poing, mais Minzu résiste à tous. Minzu frappe alors son fils encore et ils se connectent tous. Le dernier est même assez fort pour détruire le sol sous Ethel. Ethel fait de son mieux pour se relever. Il se souvient de l'enfant qui a tenu bon pour protéger sa mère. Alors que Minzu attaque, Adol pense à la façon dont son père donnerait sa vie pour protéger son village. La détermination d'Adol à se relever lui donne le pouvoir de la force héroïque. Il charge son père et lui donne un coup de tête au menton. Sous l'impact, une petite aiguille se détache de Minzu. Le vieil homme tombe. Atel est tellement fatigué qu'il tombe aussi. Minzu se relève, horrifiant Atel. Cependant, Minzu a retrouvé ses esprits et est confus de ce qui vient de se passer. Atel est surpris de voir son père se remettre de l'état de berserk. Il aperçoit l'aiguille par terre et soupçonne qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Minzu va vers son fils en pensant qu'il est blessé. Atel dit qu'il va bien, mais il perd quand même connaissance devant son père inquiet. Pendant ce temps, Bleda et ses hommes sont à cheval ailleurs. Bleda se demande comment l'aiguille de berserk, qui a été fabriquée par une sorcière, a été si facilement assommée par un coup de tête. Il en vient à croire que cela doit signifier qu'Ethel a une sorte de pouvoir spécial. Bleda accepte sa défaite pour l'instant car il prévoit de les faire mourir demain de toute façon. Lui et ses hommes se dirigent vers une grotte. Un grognement dans l'ombre de la grotte effraie les hommes à part Bleda. Un ours blanc géant retenu par une série de chaînes exige que Bleda leur rende leur enfant. L'ours est sauvage alors que sa rage est à son comble. Belda l'appelle Lord Calamity et veut lui parler. Lord Calamity lui crie de se taire car ils ne veulent pas écouter. Belda montre qu'ils ont leur ourson et menace de le tuer si Lord Calamity ne peut pas parler. Le petit pleure en tendant la main vers son parent. Lord Calamity implore qu'on relâche leur enfant. Bleda leur dit de détruire la tribu du loup noir en échange de la libération de leur enfant. Lord Calamity rugit de fureur. Le lendemain matin, Ada se réveille dans un lit. Son corps est rempli de blessures de bandages et sa tête lui fait mal. Minzu se révèle également être au lit à côté du sien. Adol lui demande s'il va bien. Minzu lui dit que son corps ne peut pas encore bouger. Avec une grande tristesse, le vieux chef s'excuse pour ce qui s'est passé la nuit dernière. Adel lui dit que ce n'était pas de sa faute et que Bleda était le seul à blâmer. Pourtant, Minzu se sent désolé pour lui-même car il n'a pas réussi à protéger le village. Il croit qu'il n'a plus les qualifications pour être le chef tribal. Ethel n'est pas d'accord, mais Minzu pense que ce qu'il a fait est trop grave pour être pardonné. Soudain, ils entendent des gens s'approcher de leur tente. Il y a tellement de villageois qu'ils trébuchent les uns sur les autres en entrant. Ils se disputent entre eux alors qu'ils essaient de dire qu'ils sont venus rendre visite pour voir si le chef va bien. La mère et son fils, qui a été sauvé auparavant, remercient Atel et assurent à Minzu que personne n'a été blessé. Elle partage sa confiance dans le chef et comment elle sait qu'il chérit les villageois plus que quiconque. Au nom du village, elle lui dit qu'il croit en lui.
Minzu est touchée par ces paroles et ne sait pas quoi dire. Elle continue à dire qu'elle veut que le chef croie en eux comme il croit en lui. Le chef se couvre les yeux pour cacher ses larmes. Pendant ce temps, les autres villageois applaudissent et encouragent le chef à protéger la tribu du loup noir pour eux tous. Minzu est en larmes en remerciant tout le monde pour leurs aimables paroles. Cela fait sourire Adol. Soudain, un autre villageois apparaît et dit d'urgence à tout le monde que Lord Calamity attaque le village. Dehors, tout est en feu et Lord Calamity se déchaîne. Ethel se souvient qu'il a écrit la calamité de la forêt comme une bête divine légendaire vénérée qui protégeait autrefois la tribu du loup noir aux côtés du grand dieu martial roi. Maintenant, un villageois rapporte que la calamité seigneuriale attaque leur village. Ethel se lève rapidement de son lit, déterminée à affronter le dieu bête. Son père, Minzu, le supplie de ne pas l'affronter car un humain n'est pas de taille pour une bête divine. Ethel ignore sa supplication et emprunte plutôt les haches de son père à l'étagère. Alors qu'il porte ses 2 haches, il promet qu'il les rendra après la bataille. Ethel sort où il voit que le village est en feu pendant que Lord Calamity se déchaîne. Ethel est choquée de voir que le monstre est si énorme. Bleda apparaît sur les lieux avec ses hommes, et le méchant accueille son neveu sur le champ de bataille. Le voir enrage Ethel. Il a l'air si en colère qu'il ressemble tellement à Minzu aux yeux de Bleda. Ethel prend une pause de combat et le met au défi de se battre. Bleda est amusé par sa bravoure, mais il lui dit qu'il ne sera pas son adversaire. Le gigantesque seigneur Calamity se place derrière le méchant et rugit avec l'intensité d'un tremblement de terre. Ethel demande pourquoi une bête divine obéit à son commandement. Bleda montre qu'il a le petit de Lord Calamity retenu dans sa main alors qu'il dit à Ethel que tout ce qu'il avait à faire était de capturer ce qui est le plus précieux pour la bête divine. Il est fier d'avoir réduit la bête divine à un état si pathétique après avoir simplement profité de sa faiblesse. Avec son commandement, Lord Calamity charge Ethel. L'ours frappe avec sa patte géante et ses griffes, qu'Adel bloque avec ses haches. Le poids de l'attaque dit à Ethel qu'il serait mort s'il l'avait affronté de front. L'ours blanc tente une deuxième frappe, alors Ethel l'évite. Il reconnaît la force et la vitesse de la bête divine, associée à son corps aussi dur qu'un rocher qui ne peut pas être coupé. Lord Calamity rugit et cela effraie Ethel avec ses crocs acérés. Ethel se souvient alors que même si les roches sont trop dures pour être coupées avec une lame, elles peuvent toujours être entraînées par un pieu. Cette pensée le laisse lancer une de ses haches vers l'ours de toutes ses forces. Cela conduit à ce qu'il soit poignardé dans l'épaule droite de Lord Calamity et à ce qu'il lui fasse mal. Adel court alors vers la bête. Lord Calamity le frappe avec sa patte, mais l'homme saute pour esquiver. Il utilise ensuite l'élan de son saut pour balancer la hache dans sa main vers la hache, coincée dans l'épaule de l'ours comme un marteau, blessant encore plus l'ours. La force de l'attaque démembre le bras droit de Lord Calamity. La bête divine hurle bruyamment puis meurt et tombe au sol. Le petit ourson s'éloigne des griffes d'un des hommes de Bleda et va pleurer ses parents. Bleda est en colère que la bête divine se soit avérée inutile. Il ordonne à ses hommes de tirer des flèches. Ils tirent et les flèches pleuvent sur Ethel. D'un coup de hache d'Adel, toutes les flèches sont détruites. Les hommes de Bleda craignent d'affronter un monstre. Au moment où ils sont sur le point de courir, Adel les abat tous avec la rapidité du tonnerre. L'esprit combatif d'Adel est plus fort que jamais alors qu'il défie Bleda dans un combat pour en finir. Bleda sort sa hache et se prépare à se battre pour relever son défi. Ethel et Bleda se dévisagent, attendant que l'autre fasse son premier mouvement. Soudain, Bleda disparaît dans les airs et réapparaît derrière Adol. Adol ne l'a pas senti avant que le méchant ne parvienne à blesser son épaule gauche. Bleda attaque ensuite de front. Bien qu'Adol essaie de le bloquer, les attaques du méchant l'ont quand même atteint. Bleda porte de multiples attaques, mettant Adol sur la défensive, sans avoir le temps de balancer sa hache. Bleda disparaît ensuite à nouveau, puis réapparaît en un éclair devant Adol, prêt à balancer sa hache de toutes ses forces. Adal ne recule pas et affronte sa charge de front. Il parvient à frapper Bleda à la poitrine avant que le méchant ne puisse l'atteindre. Bleda est repoussé. Les villageois acclament la victoire d'Adal. Bien qu'il soit allongé sur le sol, Bleda rit de façon maniaque. Ethel demande ce qui est si drôle. Il révèle que sa hache était entièrement recouverte du poison berserk. Il déclare qu'avec le poison berserk dans le sang d'Adal, ce sera lui qui détruira la tribu du loup noir. Adel ressent alors de la rage et de la douleur dans son corps qui le font crier de façon incontrôlable. Bleda rit qu'il va se transformer en bête et mourra d'une mort misérable. Ethel continue de sentir son corps changer. Soudain, l'esprit de Lord Calamity l'approche. La bête divine l'informe que puisqu'il est plus bête qu'humain en ce moment, il est capable de les entendre et de les comprendre. L'ours blanc ouvre la bouche pour montrer une épée sur sa langue. Adel la saisit avec sa main. Lord Calamity explique qu'il s'agit de l'épée divine du grand roi martial divin, et que celui qui les vainc est celui qui est digne de la manier. L'ours blanc révèle que le nom de l'épée est Miel. Ethel peut sentir la puissance de l'épée tourbillonner en lui. Lord Calamity l'exhorte ensuite à se battre pour ceux qu'il doit protéger. Le corps physique d'Ethel cesse soudainement de crier, ce qui amène les villageois et Bleda à se demander ce qui se passe. Ethel se réveille avec l'épée divine de Miel dans sa main et la présence de Lord Calamity émanant de lui. Avec un esprit sain et un corps énergique, Ethel dit à Bleda qu'il devrait régler les choses. Ethel charge ensuite le méchant à la vitesse de l'éclair et parvient à lui couper l'œil gauche d'un coup d'épée.
Alors que Bleda fait un contre-swing, il remarque qu'Ethel tient l'épée divine de Mjol. Ethel tranche la poitrine de Bleda avec, mettant le méchant à terre. Cela fait mal à Bleda de voir qu'Adil a été reconnu par la bête divine. Bleda repense à sa vie, né dans un monde injuste, où il était constamment comparé à son frère aîné naturellement talentueux et fort, Minzu. Il se souvient à quel point son frère était populaire auprès des autres alors qu'il était détesté. Malgré cela, Bleda était déterminé à rattraper son frère parce qu'il le vénérait. Il se souvient de combien il a combattu de nombreuses bêtes et a connu de nombreuses difficultés juste pour le rattraper. Sur un champ de bataille de guerre, la tribu du Loup Noir acclamait les frères invincibles de Minzu et Bleda. Minzu était entouré de dizaines d'ennemis et gagnait. Il n'a pas remarqué le combattant qui se faufilait derrière lui. Bleda a vu cela et a couru vers son frère. Il a protégé son frère en encaissant le coup à sa place. Cela a entraîné une cicatrice à son œil gauche. Après la bataille, Bleda exige de savoir de son frère pourquoi il ne l'autorisait pas à participer à la prochaine bataille. Sans regarder Bleda face à face, Minzu s'est excusé et lui a dit qu'il ne pouvait plus participer aux batailles à cause de son œil endommagé. Bleda était furieux que son frère l'ait puni pour l'avoir protégé. Dans le présent, Bleda crie à Atel qu'il n'est pas le méchant parce que ce sont Minzu et la tribu du Loup Noir qui l'ont abandonné. Il jure qu'il va tout détruire puis charge Atel. Atel lui dit d'assumer la responsabilité de ses actes. Atel se précipite également sur lui en jurant de protéger sa famille et ses camarades. Les deux hommes font leur mouvement en même temps. Atel est celui qui est capable de porter le coup. Alors que Blad est repoussé et tombe, il pense à la façon dont il a toujours su que Minzu lui montrait de la gentillesse lorsqu'il ne lui permettait plus de se battre. Mais que tout ce qu'il voulait entendre de lui, c'était qu'ils se battent à nouveau ensemble. Il se souvient quand les deux frères ont promis de se battre côte à côte au combat. Dans le présent, le sang gît sur le sol, tué. Les villageois acclament la victoire d'Adel. Quelque temps plus tard, Atel décide de partir pour le royaume des fées et dit au revoir à son père et aux villageois. Les villageois regrettent son départ car ils expriment leur souhait qu'il soit le chef un jour. Minzu leur dit qu'il ne pense pas que son fils soit digne d'être le chef. Ils ne sont pas d'accord car ils lui disent qu'Adol ferait un excellent travail. Cela motive Minzu à leur montrer ce qu'il veut dire. Le chef balance sa hache sur Adol, alors l'homme bloque son attaque avec son épée divine. Adol lui demande ce qu'il fait. Le vieil homme répond qu'il a fait une bonne défense, mais qu'il est toujours mou et plein d'ouverture. Minzu fait un sourire paisible, ce qui déroute Atel. Le vieil homme explique qu'Atel est clairement spécial avec un grand destin. Il pointe son épée divine comme preuve de cela. Il dit à son fils que les gens sont mis à l'épreuve dans leur âme lorsqu'ils sont confrontés au désespoir. Avec un visage triste, il cite Bleda comme exemple d'une âme qui a perdu son éclat. Il conseille à Ethel de tempérer son esprit, sa technique, son corps et son âme afin qu'il ne perde pas l'éclat de son âme, quoi qu'il arrive. Ethel dit qu'il comprend. Erika apparaît et se précipite soudainement vers Ethel. Elle s'approche tellement de lui qu'Ethel en rougit. Il s'avère qu'elle lui a attaché un collier, dont la base est faite à partir du croc d'une bête divine. Erika lui dit qu'elle l'a fait pour sa protection. Juste au moment où Atel veut lui dire combien il apprécie, Minzu plaque soudainement son fils dans une étreinte et le supplie de ne pas partir. Atel dit au revoir à une foule de gens qu'il aime. Plus tard, Ethel est au milieu de la forêt et campe en faisant cuire de la viande sur un feu. Il est excité alors que la viande est entièrement rôtie. Il est sur le point de mettre la nourriture dans sa bouche, mais il est distrait par un bruit. Il regarde au loin et voit que le bébé ours de Lord Calamity l'a suivi. Adel se demande combien de temps l'ours va le suivre. Il lui dit de rentrer à la maison, mais le bébé ne semble pas comprendre et vient joyeusement vers lui. Son estomac gronde bruyamment, alors Ethel lui donne un morceau de viande. L'ours a tellement faim qu'il met la main d'Ethel dans sa bouche. En plus de la viande, il est capable de nourrir le bébé avec seulement la viande, mais il est frustré que sa main soit maintenant couverte de salive. Ça l'énerve tellement qu'il jure qu'il va abandonner la petite créature. Il a ensuite peur en voyant que l'ours a un mille-pattes accroché à sa bouche. L'ours aboie pour dire qu'il le lui donne, mais il crie avec fureur qu'il n'en a pas besoin. L'ours finit par dormir paisiblement sur ses genoux. Il voit qu'il serre la lame de mule comme si c'était son oreiller précieux. Cela fait réaliser à Atel que l'ours est attaché à lui parce qu'il veut être avec l'odeur de sa mère. Il se souvient comment Lord Calamity a fait de son mieux pour protéger l'enfant afin qu'il ne soit pas entraîné dans son dangereux voyage. Il regarde l'ours pendant qu'il dort paisiblement. Il essaie de toucher le petit gars, mais il se détourne avec la mule toujours dans ses mains. Il réalise que l'enfant essaie de protéger l'épée. Le lendemain, le bébé se réveille mais voit qu'Atel et l'épée ont disparu. Il tourne en rond à la recherche de l'épée, mais il ne la trouve pas. Se sentant abandonné, il commence à pleurer. Adel apparaît alors pour demander s'il cherche son épée. Il dit au bébé qu'il ne peut pas la lui remettre. Au lieu de cela, il met un morceau du bandage recouvrant l'épée et l'attache au cou de l'ours comme un collier et un cadeau improvisé. Il dit ensuite à l'ours de l'accompagner alors qu'il s'éloigne. Le bébé pleure de bonheur. Il marche ensuite à côté de lui et aboie d'une manière joyeuse. Adol les avertit que leur prochain repas ne sera qu'après avoir atteint le prochain village. Ils courent ensemble alors qu'ils se déplacent. Pendant ce temps, un oiseau les surveille. À travers ses yeux, la sorcière Batrice voit le duo à travers son orbe magique.
Elle est intriguée de voir qu'il regarde un guerrier qui peut briser une aiguille empoisonnée magique. Il s'exclame son intérêt à le surveiller. Ethel et le bébé ours arrivent dans un village. Le premier endroit où ils vont est une taverne pour se nourrir. Alors qu'Ethel apprécie son repas, il demande au tavernier s'il connaît le royaume des fées. Malheureusement, l'homme n'avait jamais entendu parler de cet endroit. Ethel se souvient de la façon dont il avait imaginé le royaume des fées comme un sanctuaire pour les fées sur une belle île flottante au-delà de la mer du Nord. Il regrette de ne pas avoir écrit plus de détails sur le royaume afin qu'il soit plus facile pour lui d'y arriver. Il regrette également d'avoir écrit qu'il faut traverser des armées de monstres, de dragons, de géants et de créatures fantomatiques pour y arriver. Des hommes entendent Adèle parler du royaume des fées et se moquent de lui. Ils lui disent qu'il n'y a pas d'endroit comme celui-ci et qu'il est un idiot de rêver à ça. Un des hommes avertit Adèle de sortir et menace de manger son bébé ours s'il ne le fait pas. L'ours lui mord le bras dans le processus. L'action de l'ours amène le chef du groupe de mercenaires Kiri, Otto, à donner un coup de pied à une table pour l'éloigner de lui. Otto avertit Adèle de partir. Le tavernier reconnaît Otto et a peur. Il conseille à Adèle de partir tout de suite car il connaît Otto le hors-la-loi, qui était autrefois un chevalier. Otto ordonne à tous ses hommes d'attraper Adèle. Avec juste un regard noir, Adèle fait tomber l'homme qui vient pour lui. Otto est tellement choqué qu'il demande à Adèle qui il est. Adèle répond qu'il est l'auteur original et enlève ensuite ses vêtements supérieurs pour révéler son physique musclé. Otto a tellement peur qu'il implore le pardon. Cela conduit au fait que le hors-la-loi se fait frapper. Le propriétaire de la taverne remercie Ethel et lui serre la main. Il montre qu'il a des affiches de récompense d'Otto et de ses hommes pour montrer qu'il vient d'appréhender des criminels qui troublent la ville. Ethel demande pourquoi la récompense dit qu'ils doivent être capturés vivants. Le propriétaire de la taverne lui dit qu'il pense que c'est parce que le seigneur de la ville veut les enrôler dans une guerre. Il raconte des rumeurs selon lesquelles la guerre approche, alors le baron Bear rassemble même des criminels pour se battre. Les yeux d'Ethel brillent à la nouvelle, effrayant le propriétaire de la taverne. Ethel se dirige vers le manoir du seigneur où il présente au baron Bear Otto et ses hommes ligotés. Ethel dit à Bear qu'il n'est pas seulement venu pour la récompense du cheval de guerre, mais aussi pour recevoir de l'argent de récompense. Ethel demande si Bear se prépare à la guerre, ce qui amène le Bear défensif à demander où il a entendu cela. Ethel lui dit qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles il manque de soldats et doit donc les rassembler pour la guerre contre les Akites à l'est. Bear est réduit au silence car il ne peut pas le nier. Ethel dit également qu'il a déduit qu'il veut capturer les criminels vivants afin qu'ils puissent être utiles dans la guerre. Il loue Bear pour sa pensée stratégique et parle de la façon dont même les barbares comme lui connaissent sa réputation de symbole de terreur parmi ses ennemis. Ces mots font rougir le baron et le font se réjouir de la façon dont il est renommé même pour les barbares. Ethel s'agenouille devant lui et demande l'honneur de servir et de recevoir une récompense de lui. Bear y réfléchit et décide de lui donner 10 pièces d'or et un cheval de guerre de son choix. Il dit, cependant, qu'il ne le fera que pour une seule condition, ce qui rend Ethel tendu. Le baron demande à Ethel de participer à la guerre en tant que membre de l'armée de Gascogne avec le groupe de mercenaires Kiri qu'il a capturé. Otto et ses hommes ligotés sont horrifiés. Adèle accepte sans hésitation. Secrètement, il l'avait anticipé et voulait que ça arrive. Ailleurs, sur un champ de bataille, Charles, le protagoniste blond du roman, arrive pour semer la peur dans une armée. Ethel prévoit de rencontrer Charles pendant la guerre parce que le héros sait qui est le roi des fées. Au fond de la ville se trouvait la prison locale. Là, Otto a désespérément supplié Ethel, l'appelant même chef. Les autres mercenaires de Kiri étaient également emprisonnés et sombres alors que leur chef plaidait pour être libéré de leur cage, disant qu'il est trop jeune pour être leur chef. Le jeune homme lui dit d'arrêter de faire autant de bruit. Son affirmation de jeunesse surprend Otto, qui lui suggère bêtement qu'il a enlevé 30 ans. Quoi qu'il en soit, rejoindre la guerre ou déserter l'armée était un chemin vers la mort. Étant donné que leur groupe ne s'est même pas rendu volontairement, on leur dit de rejoindre le combat et d'être sauvés discrètement. Toujours hésitant, le chef y réfléchit un moment et le défie soudain à un duel en tête-à-tête. Le créateur du jeu a un trou de mémoire, mais se souvient vaguement du système qu'il a créé. Il fait probablement référence à une joute, qui est une bataille en tête-à-tête entre des chevaliers avec tout en jeu. Les règles varient selon les pays et les régions, mais il existe une réglementation commune qu'ils respectent. Indépendamment du statut ou de la naissance, le plus fort est salué comme le vainqueur sans condition. Ils prendront tout comme convenu, tandis que celui qui est vaincu perdra tout ce qu'il a. Otto était autrefois un chevalier et plus confiant au combat à cheval que dans une compétition de force. Adèle considère sa proposition désespérée de l'autre côté de la cage. Dans le jeu, le chef des bandits se fait tuer par l'armée sans même que son nom soit mentionné. Ce sera un problème s'il meurt maintenant, et l'arrivée de l'auteur dans le monde du jeu commençait déjà à affecter l'histoire. Pour l'instant, il a besoin d'Otto vivant pour pouvoir entraîner les mercenaires dans la guerre. S'il gagne la joute, le groupe Kiri rejoindra la guerre. Sinon, ils seront libérés dans le cadre de l'accord d'Adil avec Bear. En d'autres termes, le jeune berserker accepte le défi. Les cris ont rempli les couloirs et ont surpris le petit ours. Ils ont acclamé leur capitaine fiable, mettant leur vie dans la paume de ses mains. Otto leva les yeux avec inquiétude vers l'homme de la tribu, rencontrant ses yeux inébranlables et terriblement confiants.
10 jours plus tard, il était enfin temps que le duel commence. L'arène était remplie d'une foule bruyante et les deux participants sont entrés sur scène. Un hôte a contrôlé le public en accueillant tous les seigneurs, dames et invités au spectacle. Bien qu'ils aient continué à applaudir avec enthousiasme, Bear a regardé attentivement, les bras croisés en silence. Les gens ont applaudi alors que les duellistes allaient se battre avec tout ce qu'ils avaient en jeu. Les règles étaient déjà claires. Ils sont censés préparer leur lance en premier, puis charger furieusement l'un sur l'autre. Bien que couverts d'une armure, aucun regard ne doit faiblir en se précipitant vers l'adversaire. Le seul contact à établir est avec leur lance préparée, et celui qui fait tomber l'autre de son cheval sera déclaré vainqueur. Pour les fiers chevaliers montés, le statut social et la lignée ne signifient rien. En tant que duel respecté et honoré par tous, la joute est une bataille où seuls les plus forts deviennent vainqueurs. L'arène était remplie de chants provenant de l'introduction, et il était enfin temps de commencer. Pour commencer, les participants sont appelés à entrer sur scène. Otto est un vieux chevalier qui risque d'être décapité pour avoir une chance de gagner la liberté de son groupe. Les citoyens ont hué et hué, espérant même sa disparition prématurée dans l'arène. Juste à ce moment-là, une voix séduisante note à quel point leurs mots sont haineux. L'homme bruyant dans les tribunes cesse de parler, complètement envoûté. Assise parmi eux se trouvait Bétré, qui les fait subtilement taire d'un simple geste. Cela dit, elle n'est venue là que pour voir le jeune berserker et personne d'autre. Alors que les hommes s'évanouissent devant sa beauté séduisante, est-elle est finalement appelée par le héros. Il est décrit comme l'homme mystérieux qui a maîtrisé à lui seul tout le groupe de mercenaires de Kiri. Honnêtement, une lance n'était pas une arme qu'il avait l'habitude de manier. Les autres membres du groupe ont appelé leur capitaine, lui rappelant qu'il détient leur destin. En les entendant encourager et supplier désespérément, Otto ne peut s'empêcher de se sentir embarrassé. Passant à autre chose, les deux duellistes se sont affrontés avec courage. Est-elle a crié, disant au bandit que son déguisement de nuit ne lui allait pas si mal. Bien qu'il soit confiant maintenant, son adversaire était déterminé à effacer le sourire suffisant de son visage. Le moment qu'ils attendaient tous est enfin arrivé. C'était Ethel, le barbare de la tribu des loups noirs contre Otto, l'épée démoniaque renommée et chef de Kiri. Sur ce, la joute commence. Avec leur signal de départ du match, les deux duellistes ont fouetté leurs chevaux, les stimulant en avant avec de forts cris de guerre. Bien habitué à cela, Otto était certain de pouvoir gagner et a abaissé la pointe de sa lance vers son ennemi. Voyant sa portée en comparaison, sa confiance monte plus que jamais. La fin était juste à côté du visage d'Athel, à quelques centimètres de frapper et de le faire tomber. Cependant, le guerrier l'a soudainement redirigé, la chronométrant parfaitement avec ses mains nues. Le chef des bandits et ses camarades ont tous ouvert la bouche sous le choc, incapables de croire qu'il avait attrapé la lance comme si de rien n'était. Les intimidant davantage, Adèle saisit l'arme et la brise avec une force pure, plantant une expression horrifiée sur le visage d'Otto. Il apprend la compétence du maniement de la lance et pousse son arme vers l'avant avec un regard monstrueux. Le mercenaire ne pouvait qu'attendre l'impact, qui arrive bientôt comme une vive douleur à son épaule. Cela ne lui prend pas la vie, mais le laisse inconscient à cause d'un traumatisme et le laisse avec un bras mou. Bétré glousse à la vue merveilleuse, amusée alors qu'elle confirme que le garçon est vraiment un guerrier fou. Juste comme ça, le vainqueur du premier tour est désigné, et Adèle a une nouvelle affinité pour les lances. Otto reprend conscience pour le prochain tour, mais son épaule était loin d'être dans une condition de joute, surtout après avoir été percé par la lance. Malheureusement, il n'a pas d'autre choix que de suivre le signal du héros et de charger à nouveau. Maintenant, la bataille devait se terminer en faisant tomber quelqu'un de son cheval. Adèle était déterminé à faire exactement cela, mais une expression folle a pris le dessus sur son visage et son corps a adopté une position de joute non orthodoxe. Otto baisse les bras et se fige, regardant impuissant la pointe se diriger vers lui. Ses laquais ont réalisé ce qui allait se passer et ont crié, le suppliant de faire quoi que ce soit contre la lance tourbillonnante. Cependant, il n'y avait rien qu'il puisse faire. Bétré claque des doigts, forçant une vague de magie à jaillir du milieu de l'arène. Avec cela, le temps s'est figé avec tous les gens présents. La scène intense s'est soudainement interrompue, et tout le monde était sous son charme. Sauf le héros, qui a discrètement tourné les yeux vers elle. Après un moment, le temps a repris et le cheval d'Adol s'est cabré de nulle part. Il s'est retourné, ayant senti la faible trace de magie et désireux de trouver la source. Il ne lui faut pas longtemps pour que ses yeux se posent sur la sorcière, qui observait attentivement chacun de ses mouvements. D'un autre côté, le public était intrigué par l'étrange comportement de son cheval. C'était la seule chance d'Otto, et il n'allait la manquer pour rien au monde. Ses mouvements prennent Adol au dépourvu, mais les réflexes du guerrier sont assez rapides pour réagir et esquiver à temps. Bien qu'il ait raté son coup, le bandit savait qu'il pouvait encore réessayer. Avant qu'il ne puisse le faire, le jeune homme dit qu'il a eu une idée et, avec un visage démoniaque, a soudainement sauté de son cheval sur ses adversaires. Personne ne savait comment réagir car cela ne s'était jamais produit auparavant, et c'était une situation sans précédent d'un jouteur montant le propre destrier de son rival. Avec l'expression sinistre toujours sur son visage, Adèle a étranglé Otto par derrière, complètement indifférent malgré le fait qu'il soit sur un animal en mouvement.
Certains se demandent si cela est même autorisé par les règles d'un duel, mais Ber a simplement hoché la tête en silence depuis les tribunes. Avec cela, le deuxième tour allait être assuré sans aucun doute. Une magie d'éclatement familière a traversé l'arène pour la deuxième fois. Le cheval s'est cabré et a crié à nouveau, et Ethel était sûr que quelque chose s'était passé. La frustration commençait à envahir son esprit. Il se baisse, atterrissant gracieusement sur le sol et laissant Otto tomber avec un bruit sourd et lourd. La situation empirait continuellement, et les bandits devaient regarder le cheval enragé galoper vers leur capitaine handicapé. À leur surprise, ADL s'est interposé entre eux et a ordonné à l'étalon de s'arrêter net. Sa voix et son énergie étaient autoritaires, ne laissant aucune place à la désobéissance. Avec l'ordre sévère d'Adèle, il sauve le pauvre concurrent d'être piétiné. Terrifié, le cheval tourne la queue et court rapidement dans l'autre sens. Les gens ont été stupéfaits par cette démonstration de bravoure, tandis que Batrou souriait simplement de satisfaction. Cependant, le jeune guerrier n'avait pas encore terminé. Il a pris sa lance et a enfoncé l'extrémité dans le sol. Regardant le mercenaire, qui avait du mal à se relever, il tend la main avec un sourire et confirme qu'il se dirige vers le troisième tour. Bien qu'il ne s'attendait pas à un tel esprit sportif dans l'arène, Otto a pris sa main et a accepté le défi avec courage. C'était un fier duel entre chevaliers, et il était maintenant temps de trancher une fois pour toutes. La ruse de battre avait été remarquée, mais l'œil vif du jeune homme ne l'amusait que davantage. Le public est remercié pour sa patience, mais compte tenu des récents problèmes avec les chevaux, les jouteurs allaient continuer le duel à pied à la place. Toute arme était permise, et il n'y aura aucune règle pour les retenir. Le signal de départ arrive, et c'est un match intense dès le début. Otto fait le premier pas mais est parfaitement esquivé. D'un autre côté, Adol avait déjà levé sa hache comme un démon de guerre. Ses attaques sont lourdes et chaque coup est massif, mais le bandit croit qu'il a une chance s'il évite au moins le premier coup. L'attaque massive vient d'en haut et manque de peu de trancher la tête de la cible comme un bloc de bois. Avec la lame enfoncée dans le sol, Otto trouve la chance qu'il attendait et charge pour remporter la victoire. Malheureusement, c'était un geste naïf lorsqu'on affronte le berserker de la tribu du loup. Tournant l'arme, Ethel se balance pour frapper son ennemi, qui ne s'attendait pas à une contre-attaque. Il était impensable que quelqu'un puisse manier une arme aussi énorme aussi facilement. Cela se transforme en une leçon dure et douloureuse sur l'inhumanité de la personne dans l'arène avec lui. Le guerrier semblait sur le point d'en finir pour de bon, alors les mercenaires arrêtés ont crié pour leur capitaine, sautant presque même. La voix retentissante d'Otto leur dit d'arrêter. Il parvient étonnamment à se tenir debout malgré l'énorme blessure sur sa poitrine. La mort était venue frapper à plusieurs reprises, mais il était toujours déterminé à gagner leur liberté. Il le supplie et l'implore d'arrêter, disant qu'ils sont prêts à se jeter dans la guerre si cela peut lui sauver la vie. Il était hors de question qu'ils le laissent mourir dans un endroit comme celui-là. Il a serré les dents en entendant leurs mots. Même avec leurs mains attachées et enchaînées ensemble, ils avaient encore le culot de parler si fort. Il veut faire de même, mais ses doigts n'ont même pas la force de saisir sa lame. Ethel abaisse sa propre hache et se tourne subtilement vers le héros. Recevant le signal, il estime qu'Otto est incapable de continuer le match. Avec le drapeau blanc levé, il déclare le guerrier tribal vainqueur final du duel intense. Son adversaire était toujours debout, mais oscillait et trébuchait au fil des secondes. Avec un sourire reconnaissant, Adol rattrape son corps juste avant qu'il ne tombe complètement. Il n'est plus un personnage anonyme dans le jeu et était maintenant un guerrier respectable qui n'a jamais abandonné ses hommes. Les bandits ont applaudi le capitaine, Burt a subtilement souri avec satisfaction, et le public a rugi d'applaudissements pour un combat aussi spectaculaire. Heureusement, même Bétré est reparti avec son intrigue et son amusement, remplacé par une curiosité encore plus profonde. Alors que le soleil se couchait, les combattants et leurs camarades ont terminé cette journée fatigante. Suivant les conditions des vainqueurs, les mercenaires Kerry ont rejoint l'armée de Burt. Ils ont partagé des toasts quelques nuits plus tard, célébrant le nouveau départ de leur groupe avec une vague d'alcool. Otto, maintenant bien mieux, a mené les festivités, offrant même le portefeuille d'Athel pour l'addition et disant aux serveurs de continuer à apporter de la nourriture. Leur humeur est définitivement revenue, ce qui est surprenant, surtout pour l'homme qui a failli mourir à la joute. Ils lui interdisent de prendre des boissons, soulignant à quel point son corps a besoin d'une pause pendant sa convalescence. Il se plaint et se lamente, disant qu'il n'a pas bu une seule goutte depuis qu'il a été arrêté. Cela fait 2 semaines qu'ils ont fait la joute, et il semble se remettre assez bien. Juste à ce moment-là, le propriétaire familier de la taverne s'est approché et a salué Ethel, notant qu'il rejoignait la guerre et certain qu'il y réaliserait de grandes choses. Le barbare est surpris et demande où il a entendu de telles nouvelles et on lui dit que les mercenaires ont partagé l'information. Soudainement sommé de ne pas bouger un muscle, l'homme décontenancé se demande ce qui lui prend tout d'un coup. Cependant, ADL dit qu'il n'est pas le propriétaire et en était absolument sûr. Après tout, il n'a même pas d'odeur sur lui, un peu comme une poupée. C'est bizarre pour quelqu'un qui était censé cuisiner et servir des boissons d'être complètement inodore. Demandez qui il est, l'expression de l'homme change. Les retours d'eux avaient changé en un instant, et une bataille était sûrement imminente. Encore une fois,
Ethel interroge l'identité du mystérieux intrus. L'homme enlève son déguisement et le félicite d'avoir même remarqué la différence. Cependant, cela ne signifie rien pour lui de connaître sa véritable identité, alors l'homme garde un masque. Les présentations n'étaient pas nécessaires pour quelqu'un qui allait être envoyé dans l'au-delà assez tôt. Avant de frapper, il lance d'abord un poignard qui frappe le lustre éclairant la pièce. La taverne entière s'obscurcit en un instant, et Otto commence à paniquer en quelques secondes. C'était une réaction naturelle pour quelqu'un à qui l'on demande de combattre un assassin dans le noir complet. Malgré le fait qu'il soit figé, ses sens sont suffisamment aiguisés pour lui faire savoir que la mort approche. Ethel l'éloigne juste à temps pour esquiver la lame. On lui ordonne de rester dans le coin et de se taire. Compte tenu de son approche et de sa spécialité en matière de déguisement, le créateur du jeu a une idée de qui il est, ce qui surprend l'assassin. D'après sa corpulence et sa force, il doit être le deuxième meilleur, Rachid. Un sourire suffisant s'étale sur le visage du jeune homme. Pendant ce temps, son ennemi disparaît de sa place en un instant et apparaît derrière lui avec une lame, lui demandant où il a entendu ça. S'il parle honnêtement, l'assassin pourrait le tuer sans aucune douleur, mais il peut aussi le soumettre à une immense agonie. Cependant, ses menaces tombent à placard et Ethel brise sa lame à main nue et se demande s'il peut faire grand-chose avec juste la poignée de son arme. Rachid recule instinctivement. Il regarde son épée cassée, perplexe quant à la façon dont cela s'est produit si facilement. Pendant qu'il est distrait par le tournant inattendu des événements, sa cible abat la lame de son arme sur son corps. Elle frappe son masque en bois, tranchant le visage du tueur déguisé. Il chancelle en arrière de douleur après avoir été blessé au visage. Dévoilé, le vieil homme exige de savoir comment ses mouvements sont lus dans le noir. Ethel pointe du doigt l'odeur du haschisch, que l'assassin ne peut nier être présente. Bien que faible, son odeur recouvre ses armes cachées, révélant sa position. Cela dit, il est anormal que quelqu'un lise les mouvements simplement grâce à l'odorat. Affecté par le poison de sa propre lame, Rachid tombe à genoux et accepte sa défaite. Ne voulant pas parler, il se prépare à enfoncer ce qui reste de sa lame dans son cou. Ethel crie d'urgence, lui rappelant que quelqu'un du nom de Cassup attend son retour à la maison. Le vieil homme vit, se figeant un instant avant de se demander comment sa cible pourrait connaître le nom de son enfant. Avec un sourire entendu, le créateur refuse de répondre. Son fils bien-aimé est un assassin talentueux, qui deviendra plus tard un allié puissant de Charles. Pour protéger l'histoire originale, il n'a pas l'intention de lever la main sur Cassup, mais mentionner son nom offre un énorme levier à utiliser sur un parent désespéré. Adèle dit qu'il n'a qu'une seule condition pour laisser le garçon tranquille. Pour sauver son enfant, Rachid doit devenir le chien obéissant de sa cible. Le vieil homme est stupéfait. Toujours à genoux, on lui ordonne d'effectuer discrètement des courses et de suivre les ordres de son nouveau maître. Il accepte, s'incline maintenant aussi, et forme un contrat absolu avec le guerrier tribal. On lui dit qu'il sera contacté plus tard. Le meilleur assassin prend ses ordres trop au sérieux et aboie pour confirmer. Embarrassé et gêné pour lui, Adèle dit qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi littéral sur le fait d'être un chien. D'un autre côté, Otto criait toujours de peur, incapable de voir quoi que ce soit dans le noir. Pendant que tout cela se déroulait, Bétré regardait, également confuse par le tour étrange des événements. La scène lui fait se demander si c'est une sorte de rituel impliquant une sorte de dieu. Quoi qu'il en soit, elle ne peut qu'attendre l'avenir avec impatience alors qu'elle gagne un autre allié dans la paume de sa main. Avec cela, le printemps chaud est passé et les fleurs ont éclos. Bien qu'à une intensité plus faible, le gang Kiri a été forcé de rejoindre Adil dans son entraînement régulier. Un jour où le soleil d'été brillait sur le continent, les guerriers se déchaînaient et les flammes brûlaient fort. La guerre avait commencé et les mercenaires du Lion d'Or chargeaient avec Charles en tête. Les troupes adverses se tenaient debout, brandissant leurs drapeaux au milieu d'une guerre acharnée. Ils ont chargé, déterminés à tuer leurs ennemis sans la moindre trace de pitié les uns pour les autres. Aucun des deux camps n'était disposé à reculer, chacun se battant pour sa propre cause et son propre objectif. Cependant, le chef aquitain a perdu la tête alors qu'il commandait ses chevaliers. Les hommes ont crié impuissants, ne s'attendant pas à ce que le commandant tombe si tôt. Cependant, ils ne peuvent pas s'inquiéter des autres lorsque des haches volent au-dessus de leur tête, revenant en arrière tout en frappant tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. L'arme revient à son propriétaire qui se précipitait au combat. Il se demande ce qui vient du front avec une telle force. Assez tôt, il devient clair qu'une seule personne chargeait vers eux sans crainte. Cela semblait être le cas, mais a-t-elle paniqué en réalité alors que son cheval incontrôlable courait vers l'avant? C'était une situation ridicule pour le moins, mais pas une seule âme ne pouvait rire. Les soldats mouraient de la simple erreur d'être sur son chemin. Les têtes volaient à gauche et à droite, coupées du reste du corps. C'est une approche différente du plan, mais on ne peut rien y faire maintenant. Bien qu'il ne veuille pas initialement se démarquer, le berserker hache ses ennemis en morceaux. Pendant ce temps, la présence d'un démon du côté ennemi fait reculer les forces aquitaniennes de peur. Ils se sont détournés et ont couru la queue entre les jambes, mais il n'y avait aucun moyen qu'Adol les laisse s'échapper. Il prend un tas d'armes sur la sangle latérale de sa monture et vise. Retirant son bras avec autant de puissance que possible, il active la compétence, lancer de lance, et lance les projectiles avec un cri de guerre retentissant.
Un éventail d'armes a volé vers l'avant, et ils ont éliminé plusieurs ennemis à la fois. Certains chevaliers sont éliminés par une seule lame, et d'autres sont assez malchanceux pour être frappés par plusieurs. En d'autres termes, a-t-elle dominé complètement le champ de bataille, tout en arborant un immense sourire sur son visage. C'est comme s'il jouait à l'entraînement au tir sur sa propre initiative, laissant même derrière lui ses petits subordonnés. Le groupe Kiri rattrape un peu tard et sont surpris que leur patron se batte déjà contre l'armée. Juste à ce moment-là, les ennemis reconnaissent Otto, la lame démoniaque, et réalisent qu'est-elle l'exécuteur doit être l'homme qui soulève leur légion. Le groupe de mercenaires Kiri a avancé rapidement sous son commandement et son entraînement. Maintenant, chaque membre remplissait son propre rôle, se déplaçant indépendamment en fonction de celui-ci. Tout a été fait en préparation de la bataille imminente et fatidique avec une seule personne. Dans la cathédrale, une cérémonie de nomination d'acolyte avait lieu, et Charles était officiellement fait chevalier comme l'un des hauts fonctionnaires. Il devait garder la vérité, servant de protecteur aux personnes qui prient et travaillent sous la direction de Dieu. Comme prévu, les femmes à proximité s'émerveillent devant son visage magnifique, incapable de résister à ses yeux bleus magnifiques malgré qu'il n'ait que 16 ans. Un couple de vieillards regardait de loin, pitoyablement jaloux au point d'insulter le nouveau chevalier. En tant que noble, le baron dit qu'il a probablement reçu le titre pour servir de bouclier. Juste à ce moment-là, une énorme main a doucement tapoté l'épaule du vieil homme pour attirer son attention. Derrière lui, un homme énorme le réprimande pour avoir mal parlé dans le dos des gens. Pour aggraver les choses, il insultait Charles parmi toutes les personnes. Incrédule, le noble à la langue bien pendue le traite d'impoli pour avoir parlé à un baron de cette façon. Quelqu'un d'autre s'est approché, s'excusant pour le comportement impoli du membre de son entreprise. Il se présente comme Pipin, le second du groupe de mercenaires du Lion d'Or. Le baron se moque de cette présentation insignifiante et demande comment il connaît son nom. Le jeune homme garde le sourire et dit qu'il est normal qu'ils connaissent le nom de chaque participant. Il dit ça si naturellement, mais ça voudrait dire qu'ils ont mémorisé plus de 500 personnalités. Pensant que c'est du bluff, le baron continue de mépriser le lignage des roturiers. Pipin continue de s'excuser, allant jusqu'à s'incliner poliment pour arranger les choses. Cependant, le baron n'avait toujours pas digéré l'incident et commence à insulter leur basse naissance. Cela efface finalement le sourire du visage du second, qui dit sévèrement qu'il ne faisait que le prévenir qu'il dégradait Charles. Insulter un chevalier sans raison est un acte illégal, dont même un baron ne peut pas se sortir. L'aura imposante du jeune homme le fait trembler de peur, mais il refuse de perdre la face et lui dit juste de partir immédiatement. Plus tard dans la nuit, quelques insectes lumineux se sont rassemblés autour de Pipin, se reposant même confortablement sur son corps. Ce sont des insectes qui peuvent se déplacer à une vitesse incroyable, incomparable à celle d'un humain normal. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, et ils se dirigeront vers le champ de bataille le lendemain. Quand on lui demande si quelque chose ne va pas, il dit à Charles qu'il était juste perdu dans ses pensées. Toujours ennuyé, le nouveau chevalier lui conseille de laisser les imbéciles parler pour l'instant. Après tout, il va bientôt acquérir la nation et ne laissera personne être impoli envers ses camarades. Comme de vieux amis, ils se le promettent. Pipin partage ensuite des informations sur un guerrier incroyablement fort de leur nation ennemie. Apparemment, des rumeurs disent qu'il est aussi fort que Charles lui-même. La nouvelle était vraiment intrigante, et il ne peut s'empêcher de vouloir le rencontrer sur le champ de bataille tout de suite. Otto demande à Adolphe s'il peut voir le donjon depuis le ciel. Cela laisse le jeune homme complètement confus, alors le bandit note comment il a parfaitement saisi le camp de l'armée ennemie et la force des troupes. Si ce n'est pas fait par lui, alors les cieux doivent être de leur côté pour une raison quelconque, de manière inattendue fidèle. Otto leur rappelle qu'il est un ancien chevalier malgré son apparence. Cela dit, bien sûr, le ciel n'était pas de leur côté. Est-elle en fait capable de saisir le déroulement du champ de bataille, mais agit d'une manière qui ne perturbe pas l'histoire originale. C'est la seule façon pour Charles de trouver le royaume des fées. Juste à ce moment-là, leur environnement est soudainement devenu aussi sombre que le chevalier. C'est tellement étrange qu'il pense que c'est un présage de malheur. Cela dit, ce n'était qu'une éclipse, une que le créateur n'avait pas écrite dans l'œuvre originale. Sentant une présence derrière lui, il se retourne et trouve Rachid, qui rapporte que le Lion d'Or se divisera en 2 groupes et attaquera dans 5 jours. En d'autres termes, Charles passait enfin à l'action. Il félicite pour l'instant l'assassin devenu éclaireur. L'armée gasconne était censée rejoindre la guerre avec Blita, mais comme il a vaincu son oncle, leur force militaire était insuffisante. Ils se faisaient abattre comme du blé sans défense dans les champs, et si les choses continuaient ainsi, l'Aquitaine allait gagner avant que Charles ne trouve le royaume des fées. Pour éviter que cela ne se produise, Adèle appelle Otto. Il ne peut pas permettre que l'histoire du monde qu'il a créé soit plus déformée. Avec son expression folle caractéristique, il dit qu'ils vont frapper le groupe du Lion d'Or. La nouvelle fait hurler le chef bandit de choc et d'incrédulité. C'était une décision incroyable qui frôlait l'imprudence et le danger. Leur cible est réputée avoir plus de 100 personnes comme membres. De plus, leur chef est une personne dangereuse que l'on dit aussi forte qu'Adèle lui-même. Compte tenu de l'apathie du jeune homme, Otto ne peut que maudire le serment de leur joute. La frustration remplit tout son corps,
mais il n'a pas d'autre choix que d'y aller. Cela dit, les préparatifs pour le déploiement prendront au moins 10 jours, et il y a encore plus à faire. Bien qu'il ait même mentionné à contre-cœur un entraînement supplémentaire, leur patron insiste pour partir immédiatement. Encore une fois, c'était ridicule et carrément mortel. Avec un immense sourire, Adol dit que lui, Otto et 3 anciens chevaliers vont se déployer tout de suite. 5 jours plus tard, sur les lignes de front du sud, d'innombrables corps jonchaient le chemin du carnage. Les soldats étaient figés de peur, n'ayant reçu aucune information sur ce qui se passait. Devant eux, la tribu du Loup Noir renforçait l'armée gasconne. Avec l'ajout inattendu à leur liste d'ennemis, les soldats restèrent immobiles et se comportèrent comme les cibles parfaites pour une tribu de guerriers. Les barbares se balançaient, hachaient et poussaient, ôtant la vie d'innombrables combattants bien entraînés en un instant. Plus tard, dans la tente principale du camp du Lion d'Or, Charles informe ses camarades de l'implication de la tribu du Loup Noir. C'était une terrible nouvelle pour eux étant donné la force militaire qu'ils avaient à offrir. Avec cela, ils étendent rapidement leur influence avec un élan féroce. Cependant, c'était aussi une chance d'obtenir une distinction militaire. Poussés par de telles pensées, ils changent la destination de l'unité qu'ils dirigent personnellement. Ses commandants et leurs hommes saluent, confirmant l'ordre. Assez tôt, la première unité était prête pour le départ, alors il laisse Pipin en charge de la seconde. Prêt à prendre congé immédiatement, Charles se tourne une dernière fois vers son adjoint et lui dit de rester en vie. Le rappel inutile fait plisser les yeux au second. Après tout, s'inquiéter pour quelqu'un de son niveau était inutile. De même, Ruac était également là pour fournir un soutien. Le dieu de la guerre était prêt à obtenir une distinction et à s'élever dans leur pays, ayant pleine foi en lui et en leurs camarades. Tout le groupe de mercenaires sourit en signe d'affirmation. Avec cela, ils se séparent pour gérer leurs propres responsabilités. Pipin était également prêt à partir, avec l'intention de rapporter une pile de têtes de commandants. Il se tourne avec les autres membres alors qu'ils entendent une agitation venant des bois. À leur grande surprise, ADL a soudainement sauté de l'obscurité, chargeant directement dans leur camp et balançant sa hache comme un fou. Il est content d'avoir trouvé ses cibles. Son arme se déplaçait rapidement, se balançant droit vers Pipin qui était encore en train de saisir la situation inattendue. L'embuscade blesse le second. Il y a 5 jours, l'éclipse est venue comme un présage malheureux. Bien qu'il ait obéi à ses ordres de faire ses bagages, Otto s'est plaint d'attaquer le Lion d'Or avec seulement 5 personnes. Pour inverser la tendance, la seule approche est d'affaiblir la force militaire du groupe rival. Cette chance n'allait se présenter que pendant l'absence de Charles de leur camp de base. Pipin hurla d'agonie, ne s'attendant pas à être attaqué si aléatoirement dans leur camp. Avec un sourire suffisant, Adol lui dit de se taire et de bien se tenir. Les autres membres réagissent rapidement et l'encerclent immédiatement, prêts à riposter. Pendant ce temps, Otto et les autres se cachaient toujours dans les buissons. Certains veulent aider, mais il dit qu'ils doivent rester s'ils veulent que le plan fonctionne. C'est assez officieux, mais cela implique de rester sur place et de regarder leur maître faucher toutes les troupes ennemies. Ethel soupire car il avait seulement l'intention d'attaquer Pipin et de partir, mais maintenant il doit se renforcer car les gens ne semblent pas assez coopérer. Le groupe de mercenaires a chargé, mais il les rencontre facilement avec son arme à la main. Il lance sa hache imprégnée de rage de berserker, tranchant les corps entiers comme du beurre mou. Incapables de tirer les leçons de cette démonstration, d'autres ont sauté, pensant qu'ils pourraient avoir une chance contre un homme désarmé. Cependant, ils ratent leur cible malgré leur nombre et trouvent leur cible flottant juste au-dessus d'eux. Enduisant son bras de puissance, il l'enfonce dans le sol et déterre la terre elle-même, envoyant des tremblements dans toute la forêt. Bien que tremblant de sa puissance, Otto dit que tout a fonctionné selon son plan. Le campement a été décimé, brûlé et déchiré par un seul homme. Tous les soldats les plus faibles étaient morts, tandis que Pipin et Ruac ont à peine réussi à se défendre pour ne pas subir le même sort. La seule mission du grand commandant était de protéger le vice, ce qui est sa promesse à Charles. L'adjoint était à la fois stupéfait et horrifié, mais cette mission était quelque chose pour laquelle il était prêt à mourir. C'est la famille avec laquelle il a partagé des moments chaleureux et heureux, qui sont tous irremplaçables pour lui. Pour lui, la famille est quelque chose à protéger quoi qu'il arrive. Avec cette pensée en tête, Ruach remplit son corps d'énergie et déchire un bouclier d'acier en deux. Après tout, il est le bouclier qui se dressera entre sa famille et leur ennemi. Ethel a été impressionné par le spectacle, et il confirme qu'il commence à mériter le titre peu attrayant et impétueux d'homme de massacre. Serrant fermement son épée, Ruach se présente comme le capitaine de l'unité d'assaut et déclare son intention de le battre. Répondant avec rien d'autre qu'un sourire confiant sur son visage, Athel invite l'homme à charger avec un cri de guerre qui résonna dans toute la forêt. La lance du capitaine traverse l'air vide, et il commence à réaliser la vitesse de l'ennemi. Le guerrier berserker était déjà en l'air, levant sa hache pour porter un coup puissant. D'un seul coup, il traverse tout le corps de l'ennemi, le tranchant en deux. Pipin a crié à la vue horrible, inquiet car il est forcé de regarder son camarade tomber avec une énorme entaille sur sa poitrine. Adol était complètement satisfait de son travail et était sur le point de retourner à sa propre base. En le regardant, le capitaine adjoint tremblait de peur, réalisant qu'il était vraiment l'homme du massacre. Il était fort,
égale à Charles. Il se corrige rapidement et reconnaît à contre-cœur qu'il est plus fort que leur chef. En d'autres termes, l'homme devant lui allait être un obstacle pour leur groupe. Est-elle sans quelque chose de mauvais? Avant même qu'il puisse réagir, Pipin faisait déjà son mouvement et levait la main pour conjurer un mur de bouclier de force de défense. Pour une raison quelconque, les membres mercenaires restants se sont levés et sont venus en courant pour répondre à son appel. Otto se couvrit les oreilles et tint sa tête, visiblement ennuyé. Pendant ce temps, Adol connaît déjà les capacités de l'homme qui peut déplacer 100 soldats avec une seule commande, forçant leur morale à augmenter malgré sa chute juste avant. Renforcés par leur vice-capitaine, les guerriers ont tenu bon et les archers ont encoché leurs arcs. Avec un commandement retentissant, Pipin leur ordonne de tirer. Une garnison a été mise en place en quelques secondes, et la vue de la défense organisée inquiète Otto. Cependant, Athol n'est pas dérangé par la phalange familière, qui est une tactique où les soldats chevauchent leurs boucliers pour se déplacer comme un seul homme. Maintenant, il ressemble à un mur impénétrable complété par une rangée de lances. La tactique simple leur permet de se défendre et d'attaquer en même temps, servant de tactique la plus forte contre un ennemi qui n'est pas l'information. Des rangées et des rangées de soldats ont courageusement affronté et tels comme s'ils ne les avaient pas fauchés juste avant. Alors qu'Otto commence à paniquer, on leur ordonne de lever également leurs boucliers. Le créateur active sa compétence de soutien, la détection de tactique. Il met en garde contre la grêle de flèches qui était sur le point de tomber du ciel. Comme il l'a dit, les archers ont regardé à travers les boucliers et ont lancé leur attaque, envoyant leurs flèches haut dans le ciel. Il ne va pas directement vers eux et tombe plutôt comme une pluie forte avec encore plus d'élan. Étant donné l'épaisseur des flèches, on a l'impression que la bataille était déjà perdue. Un seul impact provoque une énorme explosion, et tout combiné illumine le camp sombre. Heureusement, Adol parvient à sauver ses camarades à temps, les mettant même sur son dos. La meilleure option est de se retirer avec une mission terminée, mais les flèches ne le permettront pas. Il dit à ses hommes de descendre de son dos, mais ils ne font que se plaindre d'être laissés pour compte, laissant tomber les lâches sans cérémonie. Il leur assure que ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, il va arrêter les ennemis tout seul. De retour au camp, Pipin ordonnait toujours aux soldats de continuer à tirer et de les abattre. En tant que tel, la pluie de flèches s'est transformée en une tempête sans fin. Est-elle à sauter à travers le ciel pour les rencontrer sans une once de peur, complètement en contraste avec ses subordonnés terrifiés. Rempli de rage de berserker, il tient sa hache et il semble qu'il va pirater tous les projectiles. Étonnamment, le barbare se calme et se rétrécit avec sa posture, lui permettant de passer indemne. Les vagues de flèches continuent de venir, et cette fois, il esquive parfaitement avec ses mouvements, sans même utiliser un seul outil pour se défendre. Il s'est suffisamment approché et utilise une ouverture pour se précipiter vers la phalange ennemie. Pipin est choqué de voir comment il a esquivé la volée de 100 flèches et qu'il arrivait toujours. À ce stade, il commence à se demander ce qu'était leur ennemi. Pour aggraver les choses, son apparence maniaque devenait de plus en plus inhumaine à chaque seconde, et ses rires lui donnaient l'air d'un barbare fou de bataille sur le champ de bataille. Plantant son pied dans le sol, il pivote et lance sa hache dans le ciel. Il se dirigea droit vers l'épaisse paroi d'acier. La lame tournante a volé, tranchant à travers le bouclier des défenseurs et les arcs des archers. Chaque personne présente a été choquée avec la bouche grande ouverte. Comme il a fait sa part, la hache a tourné en arrière comme un boomerang, répondant à l'appel d'ADL et retournant directement dans la paume de sa main. Pipin n'arrivait pas à y croire. La formation qu'ils avaient perfectionnée pendant tant d'années d'entraînement et de stratégie a été complètement brisée par une seule hache lancée. Laissés sans défense, ils étaient maintenant la proie de la bête qui se tenait devant eux. Le vice-capitaine se souvient de Charles, qu'il a juré de saluer à son retour. Comme cette promesse semble impossible à tenir, il s'excuse et tombe à genoux. Athel leva sa lame, toujours brûlante de l'énergie d'un berserker, et Pipin ne put s'empêcher de fermer les yeux en attendant la mort. Juste à ce moment-là, le guerrier tribal s'est calmé, a qualifié sa bataille d'amusante et s'est retourné pour partir sans un mot ni une victime de plus. Le vice a juré et crié sans fin, souffrant de l'humiliante défaite. Pendant ce temps, Adel et ses hommes sont retournés à leur base avec Otto et les autres partageant comment ils pensaient qu'ils allaient mourir. L'ancien chevalier dit à son patron de ne plus jamais quitter son côté, mais le guerrier déçu dit qu'il va entraîner tout le monde à partir de zéro. Juste à ce moment-là, ils sont interrompus par un corbeau, appelant et s'approchant d'en haut. Il tend la main pour recevoir l'oiseau et confirme qu'il a un message de Rachid. Pour une raison quelconque, l'horreur s'est immédiatement répandue sur le visage d'Adel. Sans avertissement ni explication, il a retourné son cheval et s'est précipité dans l'autre direction. La nuit est devenue encore plus profonde. Dans une tribu familière, Charles a affronté un guerrier indubitable. Selon Rachid, Charles et son unité se dirigeaient droit vers la tribu du Loup Noir. Ils ne savent pas comment c'est arrivé, mais il a décidé de tuer Minzu, et Adal ne sait même pas pourquoi sa tribu est sur le champ de bataille alors qu'il n'y avait pas une telle scène dans l'histoire originale. Il se souvient de son père qui était censé vivre une vie plus heureuse. Maudit tout ça, il éperonne son cheval, déterminé à sauver sa famille quoi qu'il arrive. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est que le chef l'attende. Le jeune homme roule aussi vite que possible, espérant arriver à temps.
Pendant ce temps, dans le campement de la tribu du Loup Noir, entendait des cris perçants suivre le bruit du métal qui tranche. Se tenant férocement, Charles baissa les yeux et exigea une réponse d'un résident tremblant. Il demande s'ils connaissent un guerrier barbare qui manie une grande hache. L'homme insiste sur le fait qu'il ne connaît pas une telle personne. Serrant sa lame tachée de colère, le chevalier dit que c'est dommage. Bien qu'ils implorent miséricorde, il n'était pas temps d'écouter des déclarations ridicules. Les barbares sont les ennemis d'Aquitaine. Les autres soldats de l'unité ont rugi avec la déclaration. Après tout, ils venaient d'être pris en embuscade, et de nombreux camarades ont été massacrés par le guerrier maniant la hache. Ils ont soif de vengeance et ne sont pas prêts à laisser un ennemi vivant. Avant qu'il ne puisse frapper à nouveau, une voix imposante lui dit de s'arrêter. Se tournant pour voir la source, Charles croit à tort qu'il a trouvé l'homme qu'il recherche. Manzu s'approcha, portant sa grande hache comme toujours, et prêt de même à protéger sa tribu en tant que chef. C'est un guerrier légendaire, autrefois appelé le dieu de la guerre insurmontable. Cependant, le chevalier était prêt pour ça, bien conscient que les attaques basées sur la force ont toujours un remontoir. S'il exploite cette faiblesse, la victoire serait bien à sa portée. Il était prêt pour ça, ou du moins il le pensait. Charles est choqué, trouvant soudainement l'ennemi à bout de bras. Comme le coup mortel arrivait déjà vers lui, il a instinctivement réussi à se défendre avec son épée. Manzu le gronde pour avoir bloqué avec le plat de sa lame, un indicateur qu'il est encore inexpérimenté. Avec une vitesse inattendue, le dieu de la guerre tirait déjà son poing en arrière et en un clin d'œil, l'enfonçant dans le corps du plus fort chevalier. Son armure se plie comme du métal mou sous la force du chef. Il est envoyé voler de l'impact et son ennemi était déjà prêt à se battre avant qu'il ne puisse se relever. Manzu le félicite cette fois, impressionné qu'il ait résisté à son attaque 2 fois. Cependant, il y avait un problème. Le chef s'est précipité à nouveau, mais Charles l'a affronté avec beaucoup plus de calme cette fois. Son adversaire était censé montrer l'écart dans leur expérience. Bien qu'une lame semble se déplacer lentement, l'épée du chevalier atteint Manzo en premier et il trouve soudainement une énorme entaille sur sa poitrine. Pour une raison quelconque, il était soudainement à genoux et de nouvelles blessures apparaissaient encore autour de son corps. D'un autre côté, Charles se délectait de la sensation, disant que ça se reproduisait. Sa lame bourdonnait de puissance. La soulevant, le chevalier montait de niveau continuellement, devenant plus fort à chaque instant qu'il se battait. Manzu se leva mais ne chargea pas tout de suite cette fois, maintenant beaucoup plus prudent. C'est à la fois intéressant et malheureux pour lui que son ennemi soit soudainement plus fort et plus rapide. Dans l'attente du combat passionnant, il bouge à nouveau. Charles est étonné de sa vitesse à nouveau, mais ne se fait pas frapper cette fois. Cependant, le coup de l'épée de son adversaire le suit malgré son évasion, il devient immensément clair comment le chef a gagné son titre infâme dans la guerre. Pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est continuer à esquiver. Alors que Manzu continue d'être impressionné par ses compétences, comme quelqu'un qui trouve un nouveau jouet, le barbare essaie un tas de choses, se demandant ce qui fonctionnerait. Une entaille frappe Charles 3 fois et l'enfonce assez profondément dans le sol pour former un cratère. Son adversaire a attendu qu'il se relève. Le seul qui pouvait l'égaler autre que le chevalier était Attel. Il y a longtemps de ça, et le vieux guerrier était assez essoufflé. Cependant, la bataille était loin d'être terminée, et ses adversaires avaient encore d'autres choses en réserve. Manzu était incrédule car il semblait que le chevalier n'avait même pas subi de dégâts. Il n'avait aucune idée de comment, mais toutes ses attaques étaient apparemment bloquées. Maintenant, c'était au tour de Charles d'attaquer. Fort de ses montées de niveau continu, sa vitesse correspond maintenant ou dépasse celle des dieux de la guerre, et sa puissance aussi. Combinée à son talent d'épéiste déjà inégalé, la prochaine entaille frappe Manzu directement sur la poitrine, coupant à travers sa chair épaisse. Le chef était à terre, mais Charles n'avait pas encore ce qu'il voulait. Il exige qu'on lui dise l'emplacement de l'homme qui a massacré son unité. À sa confusion, le vieil homme a ri malgré ses blessures. Apaisant la confusion du chevalier, il lui dit de regarder derrière lui. Là, une immense pression s'avançait, disant qu'il était arrivé juste à temps. A dit voix avec la rage d'un berserker et dit à Charles de s'éloigner de son père. Le chevalier, dans une humeur tout aussi impitoyable, essaie d'abord de confirmer son identité. Cependant, le jeune homme n'avait pas le temps de converser avec son père en danger. Inébranlable et sans peur, son rival rencontre son attaque. Les deux lames s'entrechoquent et le bruit du métal qui grince hurle. Leur immense collision nivelle le sol, et c'est comme si leur pouvoir hurlait sous le ciel nocturne. Adol ne gagne pas instantanément comme toujours, car son ennemi est monté de niveau considérablement en combattant Manzu. Juste à ce moment-là, sa tête a commencé à battre de manière incontrôlable, mais un son familier a joué. Sa fenêtre de compétence habituelle l'informe maintenant d'une erreur de la deuxième autorité. Il a retenti à plusieurs reprises dans son esprit jusqu'à ce que finalement, un développement changeant la marée soit accordé au berserker. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.